Joseph Kabila, l'ancien président, a exprimé sa position contre tout changement de la Constitution. Il appelle à activer l'article 64. Nous allons donc analyser ce sujet et avec cette grande question, comment est-ce que ceux qui étaient contre pour des réformes constitutionnelles aujourd'hui sont contre. Il y a des cas à titre illustratif d'André Mbata, par exemple, qu'on a suivi hier, qui dit que s'il était contre ces réformes autrefois, c'était pour faire partir Joseph Kabila, qui n'est pas congolais. Nous allons analyser ce sujet avec nos invités. Nous allons également nous interroger par rapport à son examen, l'examen de cette proposition de loi référendaire au niveau du Sénat. Est-ce que ça passera ou ça passera pas? Il y a le professeur Michel Bongongo qui a appelé le Sénat à faire comme en 2015 avec Léon Kengo-Adondo. Nous allons analyser tous ces propos avec nos invités. Et le sit-in des opposants au niveau du Palais du Peuple a été délocalisé par l'autorité provinciale. Cependant, les opposants maintiennent leur position. Le sujet sera également examiné, analysé avec nos invités. Où iront des opposants avec leur position? Est-ce que ça va changer la donne? La réponse, c'est avec nos invités. On parlera sport, puisque le coup d'envoi du Mondial 2026 a été donné hier. Le premier match, c'était une équipe africaine, l'Afrique du Sud face à la Mexique. Eh bien, l'Afrique du Sud est tombée 2-0 face à l'équipe de Mexique. Quelle analyse nos invités font de l'entrée d'une équipe africaine? Vous aurez les détails avec nos invités. Nous recevons pour vous, madame, monsieur, Philippe Kazadi, Walter Kouy, Pompon Joly et Serge Tseka. Merci de nous suivre. Pompon Joly, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation et bonjour à nos co-débatteurs. Philippe Kazadi, bonjour, bienvenue. Merci madame, je vous salue vivement, je salue Walter que j'ai vu il y a longtemps, Pompon aussi, ça fait longtemps qu'on a échangé sur les questions d'actualité dans notre pays. Je crois que chacun apportera un peu du sien, de meilleurs d'entre nous, de nous, pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent et surtout apporter notre pierre à l'édifice pour l'érection d'un Congo uni, fort et prospère. Merci. Walter Kouy, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup Madame Gisèle de l'invitation. Mes salutations aux compatriotes Philippe avec lequel on a eu à échanger, ça fait un peu plus longtemps et puis je suis très heureux de le revoir. J'apprécie souvent ses analyses que je suis régulièrement sur Télé 50. Je ne fais pas la publicité, bien que des fois, je suis obligé de traverser les 50 premières minutes pour raison de leurs biscuits qui prennent plus de temps. Je crois qu'il passera le message au président Kastamba pour dire que les biscuits chez eux, ça prend beaucoup de temps. Des fois, ça fatigue les gens qui veulent être accrochés. Merci. Voilà. Merci, Walter Kouy. Alors, je reste avec vous, Walter Kouy. On commence avec le sport. Actualité oblige. Vous avez quand même suivi les débuts, le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 avec l'entrée de l'équipe africaine, une équipe africaine, l'Afrique du Sud, qui s'est inclinée face à l'équipe mexicaine. Quel commentaire vous pouvez faire par rapport à cela? Non, bon, je parle d'abord de ces 3 cartons rouges mérités, 2 pour l'Afrique du Sud et puis un seul pour le Mexique. Je crois que le Mexique, au regard de ce que j'ai vu sur terrain, le Mexique a mérité de gagner. C'est une entrée presque échouée pour l'Afrique du Sud, mais qui pourrait se relever s'ils se réorganisent parce qu'ils ont des bons talents. C'est question de les réorganiser et puis le meilleur va l'emporter. Mais je suis plutôt inquiet s'agissant de cette restriction des visas pratiquée par les États-Unis, même pour des officiels. C'est impensable qu'un arbitre accrédité par la FIFA se voit interdit d'entrer sur le sol américain pour des raisons politiques. On sait que depuis que Trump a commencé son second mandat, il mène une politique très dure sur l'immigration. Et la communauté somalienne est maltraitée. Même les Somaliens devenus américains
sont vraiment indexés aux États-Unis depuis un certain temps et je crois que leur compatriote arbitre a été victime de cette politique raciste que la FIFA n'arrive pas à dénoncer. Deuxième élément, tout le quota des supporters iraniens a été réduit, si pas presque annulé. C'est impensable qu'un pays dit démocratique amène les jeux, amène plutôt la politique au niveau du sport, alors que c'est un moment de fête qui réunit différentes races, différentes cultures. S'ils ont des différends politiques avec les Iraniens, alors qu'ils n'allaient pas accepter de poser leur candidature pour organiser la Coupe du Monde, parce que sachant que l'Iran peut venir, ou l'équipe iranienne peut se retrouver aux États-Unis avec des Iraniens pour supporter les leurs, ça devient une politique très bizarre au niveau du sport et c'est un préjudice que moi je suis en train de condamner jusque-là. Je n'ai pas apprécié ça. C'est une leçon et une façon de dire qu'on ne doit pas politiser le monde du sport. Autant ils nous donnent de leçons, nous Africains, autant eux doivent être des exemplaires parce que ce sont eux qui sont actuellement organisateurs. Bon, le silence de la fédération plutôt mondiale du football m'étonne. En principe, ils devraient réagir pour faire voir aux Américains que c'est un moment de fête. Les Iraniens qui ont payé leur billet, qui ont leur visa, doivent venir participer ou encourager les joueurs de leur équipe nationale et leur priver les visas ou leur priver l'entrée aux États-Unis. Je trouve ça c'est injuste parce qu'il n'y a pas une raison officielle qui justifie cette interdiction d'entrée sur le sol américain. C'est ça votre inquiétude principale. Voilà. Mais sinon l'entrée de l'équipe africaine, Afrique du Sud, ne fait pas peur par rapport à d'autres équipes, notamment la République démocratique du Congo qui va jouer déjà du sexe. Chaque équipe s'est préparée à sa manière. On va voir que le meilleur l'emporte au final, mais nous sommes Congolais, nous serons là à soutenir les nôtres, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Bien je parlais d'un problème de restriction des visas ou d'entrée sur le sol américain, je crois que ceux qui seront sur place pour encourager les nôtres feront les nécessaires et nous tous les Congolais, où qu'ils soient, ce jour-là, quand les nôtres, le 17, seront sur le tapis vert ou le terrain de football, nous allons les encourager pour qu'ils fassent le meilleur, qu'ils fassent le nécessaire afin d'aller un peu plus loin que ce que nous avons fait en 1974. Voilà, Philippe Cazette, quel est votre commentaire? Ça fait peur, hein? Voir la s'incliner. Ça ne peut pas faire peur parce que là, ce n'est qu'une équipe qui a joué, l'Afrique du Sud. Mais nous avons d'autres équipes qui sont peut-être plus performantes que l'Afrique du Sud. Nous avons le Sénégal, nous avons la République démocratique du Congo, nous avons aussi, je crois, il y a la Côte d'Ivoire, hein, qui sont des pays aussi habitués déjà à cette compétition. Je crois qu'il n'y a pas trop à s'alarmer dessus. Mais là où il faut plus marteler, c'est des restrictions prises par Donald Trump qui va certainement influencer négativement la psychologie de nos joueurs. Imaginez que la République démocratique du Congo voit ses supporters être confinés, selon mes informations, pendant 21 jours en Belgique avant de se rendre aux États-Unis. Et donc certains arriveront déjà après le premier match, ce soit déjà joué. Et ça signifie aussi que dans ces contextes qui me semblent menaçants, même les Congolais qui habitent les États-Unis ou le Mexique, ou c'est pas moi, le Canada, risquent d'être en difficulté d'aller soutenir nos joueurs. Notre ministre de Sport est lui-même confiné en Belgique. Il doit faire 21 jours là-bas avant de rejoindre il n'est pas entré avec les joueurs. Non, il est encore en Belgique. Il est en Belgique, en tout cas, c'est l'autre information à ma possession. Il est en Belgique, il est confiné là-bas. Alors, comment arriver à ce point qu'un officier de son rang soit bloqué d'aller aux États-Unis parce que Trump a dit. Alors, vous vous souviendrez que j'ai toujours été contre
la plupart de politiques de Donald Trump parce qu'il me paraît moins rassurant. Il est quelqu'un qui est... c'est un va-t-en-guerre, c'est un arrogant, c'est un ancien catcheur, si on peut le dire ainsi. Et donc, il voit tout à ces termes-là. Manager. Il est manager de catch. Voilà. Il voit tout à ces termes-là. Il n'est pas de nature à dialoguer, il n'est pas de nature à écouter le point de vue des autres. Donc, c'est un dictateur fait. Donc, c'est ce qui nous fait subir, je crois que les équipes africaines, particulièrement la RDC, parce qu'on parle de la situation d'Ebola. Et là, ici, les lieux pour moi de demander aux autorités congolaises de bien communiquer là-dessus. Parce que la communication autour d'Ebola fait craindre à d'autres pays de pouvoir recevoir les Congolais. Donald Trump est allé même plus loin à demander la Belgique de ne plus recevoir les Congolais sur son sol. Au risque que même les Belges soient sanctionnés de ne plus aller aux États-Unis. La Belgique n'a pas répondu. Mais la Belgique a rejeté. La Belgique a rejeté, courageuse qu'elle est. Imaginez qu'ici c'est une instruction où cette obligation était donnée à la RDC. Qu'est-ce que c'est arrivé? Donc voilà, je crois que toutes les chances à notre équipe nationale, toutes les chances et beaucoup de courage à notre sélectionneur, à notre coach, qui fait déjà un bon travail. Et je crois que bien qu'on a fait 3 matchs sans qu'un attaquant ne marque, à part le faux but de Bakambu par la main, bon, espérons que contre le Portugal, on pourra en tout cas vraiment mouiller la vareuse pour ne fût-ce qu'obtenir un match nul. Espérons. Pampon Joli, votre commentaire également. Bon, moi, j'ai suivi la première mi-temps hier. L'équipe gagnante a mérité. Sur tout le compartiment. C'était une meilleure. La faute, c'est la balbitier du début à la fin. Je dis, ok, d'accord, on attend le 17, notre premier match. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu la RDC jouer à cette compétition. C'est une première pour moi. Et j'attends ça avec hâte. Et surtout que la Coupe du Monde, c'est une vitrine pour les joueurs. Hein, et puis, une vitrine sur le plan diplomatique, mais économique. Plutôt pour une sportive. Parce que ça aide aussi à faire une publicité d'un pays. Vous voyez, au-delà de l'aspect sportif, il y a plusieurs aspects économiques, sociaux, culturels. Cet échange-là, c'est important. Et la RDC, pendant plusieurs années, c'était effacé sur la carte internationale. Lorsqu'il y avait des conférences, il y avait des grandes messes internationales, on parlait moins de la RDC. Alors, avec ce genre de compétition, alors je pense que si la diplomatie ou le gouvernement congolais utilise les génies, ça doit aider les RDC à se rayonner. Hein, parce que vous savez, pendant la ségrégation, plutôt l'apartheid en Afrique du Sud, tout le monde voyait l'Afrique du Sud, le mort, des sittings, des marches. Mais l'Afrique du Sud s'est émergée, tout le monde a compris que ce n'est plus l'Afrique du Sud qu'on a connue hier, c'était à l'issue des activités sportives. C'est-à-dire le combat Bota, des boxe. Elles ont organisé la Coupe du Monde de rugby, la CAN, tout ça aujourd'hui. Maintenant, il y a l'Eldorado au niveau de l'Afrique parce que tout le monde a compris que ce n'est plus l'Afrique du Sud qu'on a connue hier, c'est une nouvelle Afrique du Sud. Donc, ça, c'est une opportunité pour la RDC pour essayer un peu d'activer les secteurs qui ne marchaient pas hier, c'est-à-dire les secteurs sociaux ou sociaux, les secteurs économiques, politiques, ainsi de suite. Donc pour nous, c'est une grande opportunité pour dire que voilà, la RDC est de retour. Donc voilà. C'est un petit cas. Bonjour. Bonjour madame, bonjour aux amis sur le plateau. Merci de nous inviter après un long moment. Voilà, nous sommes là. Vous entrez dans le sujet, hein. Faisons un commentaire par rapport au match d'hier, hein, l'entrée d'une équipe africaine. On a vu quand même beaucoup de Congolais prendre position du côté du Mexique face à ce qui se passe en Afrique du Sud. Hein. Nous saluerons toujours le niveau du football africain qui émerge, et surtout les efforts consentis par le gouvernement et les dirigeants sportifs, même si à l'interne des championnats ne répond pas, même si à l'interne, ce football qui se joue là n'est pas révélateur du niveau du football au niveau national parce qu'il n'y a rien, aucun représentant. Ça, c'est un élément important. Nous récoltons à la place des autres, dans les efforts des autres, et ce sont des académies de l'Europe qui ont formé
Nous sommes fiers d'eux, mais c'est comme un papa qui a abandonné les enfants depuis et puis il revient au mariage de sa fille, quoi. Donc c'est un peu ça. Nous saluerons toujours, nous serons toujours derrière les léopards, quoi qu'il en soit, comme mon ami venait de le dire. Mais j'ai honte pour cette football. J'ai honte de parler de démocratie, parce que le pays qui est l'emblème même de la démocratie, c'est caractérise par une dictature sans normes, hors normes. On n'a jamais vu ça. Le football, c'est l'organisation de la FIFA. À un certain moment ici, pendant la transition, quand la FDL est arrivée, Nozim Mwamba, Roi Soleil, que je salue, était président de la FESAFA, était en exil, et les autorités de la place ici voulaient nommer un autre président pour la fédération. La CAF a dit non, la FIFA a dit non. La Russie a été blacklistée, enlevée de la liste de la Coupe du Monde du fait de son agression. Et aujourd'hui, dans les mêmes circonstances, il y a l'Iran. Il y a des frappes qui sont organisées par-ci, par-là. Infantino se permet d'aller dîner et remettre les prix de la paix de la FIFA, un prix qui n'existait pas, à Donald Trump. Et Donald Trump fait la main basse sur l'organisation de la FIFA en décidant qui peut arriver, qui peut entrer sur le sol américain. Les États-Unis, le Mexique et le Canada ont signé pour l'organisation. C'est la FIFA qui organise, madame, la Coupe du Monde. Ce ne sont pas les États, ce n'est pas la nation politique américaine. Et là, nous nous retrouvons devant un président qui se donne tout le droit, même celui des organisateurs, de décider quel arbitre, quel joueur, quel fanatique peut entrer sur le sol américain. On va comprendre pour des mesures, on peut comprendre de sanitaires en ce qui concerne les États-Unis. Et pour le reste, on cantonne l'équipe de l'Iran à des kilomètres et sont obligés de prendre l'avion ou le camion tout le jour. Mais on s'attend à quelle performance? J'ai dit que ce n'est pas une fête. Quel que soit ce que nous avons vu, ça c'est l'organisation des riches, c'est la FIFA business, c'est le football business, et le plus riche vont imposer leur dictat, même au résultat. Retenez ce que je suis en train de dire ici. Ça va impacter sur les résultats. Ça va impacter nécessairement. On filtre même les écolos sont où? Comment les léopards peuvent jouer sans leurs féticheurs qui sont sur le tribune? Comment, une manière de parler. Comment, parce que ces gens-là apportent du tonus, apportent un plus. Moi, j'ai honte pour cette coupe du Monde. J'étais plutôt j'étais attentif, je voulais, qu'est-ce que les États-Unis, le Canada, Mexique réunis vont nous proposer. Alors, je boycotte déjà cette coupe du Monde, je ne vais pas la regarder. Parce que quand le respect de l'homme n'est pas respecté, vous pouvez nous apporter toute la technologie, vous pouvez nous montrer toutes les richesses qui ne nous concernent même pas. Et mettez-vous à la place du Somalien. Mettez-vous à la place du capitaine de l'équipe irakienne. Mettez-vous à la place de nos supporters qui sont en Belgique à ce moment. Mettez-vous à la place de Didier Boudin, notre ministre des Sports. Les joueurs sénégalais ont été retenus. Combien de temps fouillés comme des malpropres? Des présumés coupables sur le tarmac de l'aéroport. Vous avez déjà vu ça où? Merci Serge. Donc, excusez-moi, j'ai dit que vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais vous n'allez vraiment pas aimer quoi. On ne traite pas les autres comme ça, simplement parce qu'on est les États-Unis d'Amérique. Ils n'en ont pas les droits. Ils n'en ont pas. Serge Tseka, sinon on espère toujours par rapport à la prestation de l'autre. Il n'y a rien à espérer, le plus fort, le plus riche vont remporter cette Coupe du Monde qui va générer beaucoup d'argent pour les États-Unis. Arrêtez de faire croire aux gens, il n'y a pas la fête là-bas. Les invités ne sont pas là et les invités sont au goût des organisateurs. Les organisateurs, c'est Donald Trump, ce sont les États-Unis. La FIFA, et vous avez suivi certainement l'interview de Infantino qui essaie, dans ses petites bottes, essaie de donner une explication qui ne tient pas la route. Comment on peut traiter les gens comme ça? Merci. Alors, nous prenons notre sujet, c'est l'adoption du projet de loi sur les référendums à l'Assemblée nationale. Ça a été en examen au Sénat présentement et cela a suscité beaucoup de réactions. Une réaction qui
Depuis hier, c'est celle de l'ancien président honoraire Joseph Kabila. Contre tout changement de la Constitution, Joseph Kabila, qui qualifie le gouvernement actuel, la gouvernance actuelle d'arrogante, liberticide et prédatrice, et il met en garde contre un risque de soudanisation. Walter Koui. Bon, quelle est votre réaction par rapport à cette position de Joseph Kabila, le président honoraire? Bon, première chose, comme tout Congolais, il a le droit de s'exprimer, surtout qu'il est en exil. S'il était ici, il serait en tôle et puis il n'aurait pas cette possibilité de parler. Mais vu qu'il est en dehors du territoire congolais, il jouit encore de sa liberté de mouvement et de parole. Moi, je reviens plutôt à la genèse de ce que nous ne cessons de décrier depuis plusieurs années. Pour reprendre les paroles du professeur Joly, qui a miraculeusement changé, il disait il y a quelques mois ou quelques années que la Constitution, on ne doit pas la changer, la transformer selon la taille de celui qui est au pouvoir. Ça, c'est le professeur Joly. Malheureusement, c'est la maladie de la plupart des pays africains. À chaque fois, on dit non, on va l'actualiser pour la remettre à la situation actuelle. Mais c'est quoi la situation actuelle? J'ai suivi un autre qui dit que ça fait presque 20 ans qu'on a voté cette constitution, elle a vieilli. Mais lui-même, ça fait plus de 30 ans qu'il fait la politique, il ne dit pas qu'il a vieilli. D'où la nécessité de revenir sur les fondamentaux. Pourquoi ce pays a toujours eu des crises politiques depuis le matin même de l'indépendance? La polémique ou le conflit a commencé entre Kasavubu et Lumumba. Donc, nous ne devons pas courir d'un conflit à un autre chaque année, toutes les 10 ans, toutes les 10 années, toutes les décennies qui passent, parce que nous ne ferons que reculer. Au jour d'aujourd'hui, la question fondamentale, pourquoi on doit réviser ou changer la constitution actuelle? C'est ça, tout va de là. Que le M23 dit non, on ne va pas bien parce qu'il y a un sérieux problème, il y a un souci, voilà, c'est pourquoi nous avons pris les armes. La constitution dit qu'il ne faut pas prendre les armes pour faire la réclamation. Nous les condamnons tous. Mais on ne doit pas, parce qu'on est au pouvoir, parce qu'on est majoritaire, prendre quelques éléments, monter de toutes pièces pour changer la constitution. C'est aussi la violer. C'est aussi un autre problème. Autant on condamne les gens qui ont pris les armes pour faire la guerre à la patrie, autant on doit condamner ceux qui sont aux affaires, qui veulent manipuler les lois pour se maintenir au pouvoir. Je pense que les lois, elles sont bonnes. Tous ceux qui veulent aujourd'hui qu'on change ou disons qu'on change la constitution, sont ceux-là même qui disaient hier que nous avons la meilleure constitution du monde. Mbata, Joly, et j'en passe. C'était leur discours. Quelle mouche les a piqués pour que subitement aujourd'hui, ils se rendent compte que nous avons la plus mauvaise constitution du monde et qu'on la change. Et Walter, c'est de même aussi pour ceux qui étaient pour le changement de la constitution et qu'aujourd'hui ils changent de position, tel que Joseph Kabila. Justement, qu'est-ce qui fait que d'un côté, ceux qui étaient pour deviennent contre et ceux qui étaient contre deviennent pour? La réponse est simple. Je vais utiliser les mots du professeur Jacques Joly. C'est un problème anthropologique. C'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de loi. Donc, vous considérez que oui, c'est un problème d'homme. Ceux qui hier voulaient qu'on change la Constitution, aujourd'hui refusent. Ceux qui ne voulaient pas qu'on change la Constitution aujourd'hui, du fait qu'ils sont au pouvoir, veulent qu'on puisse la changer. Donc c'est un problème d'homme, ce n'est pas un problème des lois. Chacun a ses intérêts. Intérêt individuel en plus. Parce que le président était là, plusieurs fois il a dit qu'il était humainement impensable de faire plus de 10 ans au pouvoir. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils disent si le Congolais veulent que je continue, je veux continuer. Donc les anges ont amené de la force, de l'énergie pour qu'ils se régénèrent, qu'ils se rendent miraculeusement compte qu'il a encore la force, qu'il peut encore empiler ou concourir pour un autre mandat. Moi, je crois que le Congo n'a pas besoin de ça.
Nous avons besoin d'un pays qui a des institutions enracinées et fortes. Les institutions enracinées et fortes, on ne les aura pas en changeant des lois à chaque cycle électoral. Non. Les lois qui sont là, c'est 20 ans bien sûr, mais qu'on aille jusqu'à 50, 70 ans. Les États-Unis, ça fait presque 240 ans. Mais c'est 8 fois qu'ils ont révisé leur constitution. 42 fois. Non, j'ai dit 42 fois, là on touche aux articles. Là on touche aux articles. Mais non, peut-être là, ils n'ont jamais changé de constitution, mais ils ont révisé, vous avez dit, 32 fois. D'abord, 10e année de l'anniversaire de cette constitution a subi des modifications qu'on appelle oui, ça c'était lié. Ça c'était lié, oui, c'était lié, suivait le cycle avec le problème de socio-culturel. Oui, mais on n'a pas un problème socio-culturel en République démocratique du Congo. On n'a pas un problème de gouvernance en République démocratique du Congo. Donc, si aujourd'hui quelqu'un me dit que nous ne savons pas gérer la ville de Kinshasa parce qu'il y a les lois qui empêchent à cette constitution de le faire, il dit tout faux. Les gens reviennent ici sur l'article 217, une cession d'une partie de souveraineté. Mais ça revient même depuis la constitution de 1965, je crois. Nous avons volontairement accepté d'adhérer aux différentes organisations continentales et même sous-régionales, l'Union africaine, la ZLECAf. Quand vous acceptez d'abandonner la gestion de votre frontière, c'est une façon d'abandonner une partie de la souveraineté. Maintenant, si on dit, bon, plus question de cet article-là, on ne doit pas céder, ne fût-ce qu'une portion de notre souveraineté, alors on va quitter toutes les organisations régionales ou continentales. Moi, je dis que c'est faux. Ces gens-là savent que cet article-là reviendra à la nouvelle constitution. Parce que ceux qui l'ont décrié pendant la conférence nationale souveraine ont remis le même article dans la constitution proposée avec à la conférence nationale souveraine. J'ai suivi le secrétaire général de l'UDPS dire que nous avons notre proposition, on va recourir ou revenir à la constitution votée ou proposée ou souhaitée par la population au début des années 90. Mais il oublie qu'en son temps, on a dit que Mobutu avait des pouvoirs suffisamment énormes qu'il fallait les décharger et les remettre au Premier ministre. C'est ce qui fut fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que non, ce n'est plus le cas. Mais on doit remettre autant de pouvoir au président de la République parce qu'à chaque fois qu'il y a inondation, tout le monde dit que le président taille la biseau. C'est un problème d'homme. Les lois sont tellement claires que si nous avons conscience de mieux les appliquer, on va les appliquer. On va les appliquer et on n'aura pas ce problème des gens qui se réveillent le matin parce qu'il est au pouvoir, il dit non, ça ne va pas, il faut qu'on change la loi. Quand il sera à l'opposition, il aura un autre discours et ce type de personnel politique déphasé ou à la limite égoïste, nous n'en voulons pas, sinon on aura changé autant de fois, nous n'allons pas avancer. J'ai toujours cité un seul exemple. Merci Walter. Un exemple pour cette première prise de parole. Haïti, ça fait plus de 2 siècles qu'ils sont un pays indépendant, qu'ils ont accédé à leur souveraineté, mais c'est parmi les pays les plus pauvres aujourd'hui. Pourquoi? À chaque fois qu'un président arrivait, dictature, changer des lois pour qu'il se maintienne au pouvoir. Plus de 2 siècles aujourd'hui, le Haïti est parmi les pays les plus pauvres. Les États-Unis dont il a parlé, tout le monde se soumet à cette constitution. On ne la bouge pas n'importe comment. Et il y a équilibre de pouvoir. Trump ne peut pas manipuler les parlementaires comme c'est le cas aujourd'hui. Merci Walter. Pompon Joli. C'est un problème d'ordre. Parce qu'on voit ceux qui étaient pour le changement aujourd'hui deviennent contre. On voit Joseph Kabila aujourd'hui contre les changements de la Constitution alors qu'on a vu ce qui s'est passé entre temps avec l'UDPS. Hein, toujours par rapport à cette Constitution. Qu'est-ce qu'il y a à la base de tout cela? Un problème d'homme. Moi, je crois, il y a 10 ans passés, j'étais parti rendre visite à mon papa. Il travaille encore à l'hôtel de ville, paix à son âme. Quand je foulais les pieds, il y a quelqu'un qui m'a identifié. Tu es les Pétines Jolies? J'ai dit non. Petit, tu manges comme ton papa, tu es les Pétines Jolies. Donc je ressemble à mon papa. Je ne pense pas que si on dit, on voulait dissocier la Constitution avec l'homme, ça pose un problème. Parce que les textes ont été pondus par cet homme-là. Je ne pense pas qu'un être humain peut pondre un cheval. Je ne pense pas.
C'est-à-dire que si on a un problème d'homme, cet homme-là qui a donné à la République la Constitution, a donné à la République par des beaux textes. Je ne pense pas. Madame, l'homme, c'est un mystère. Quand vous êtes méchant, vous restez méchant. Vous restez méchant. L'hypocrisie, peu importe si vous faites des hypocrisies tôt ou tard, il y aura toujours la lumière pour dire que non, vous êtes hypocrite. C'est-à-dire on a un problème d'homme au Congo, là, c'est vrai. Cet homme-là qui nous a donné la Constitution du 18 février 2005, c'est cet homme-là qui a un problème, qui a donné à la République un problème. Si on doit aller dans cette optique-là, je pense que les deux sont problèmes. Alors, comment régler ces problèmes? Un, il faut un capital humain. C'est-à-dire l'homme de qualité qui doit donner à la République des beaux textes pour régenter la République, pour changer les paradigmes. C'est vrai, depuis 60 jusqu'à nos jours, c'est une constitution qui applique beaucoup d'années, 20 ans. C'est une première. Mobutu, avec ses 32 ans, il a changé au moins 16 fois la Constitution. La Chine, quand on donne l'exemple de Haïti, la Chine, chaque président vient avec une nouvelle constitution, avec sa Constitution. Regardez. La Chine. Les États-Unis, si on parle de la Constitution américaine de Philadelphie, cette Constitution a vu jour par rapport aux crises qui étaient crises américaines, c'est-à-dire que les États-Unis ont été régentés par l'article fédéral. Et il y avait des rébellions, il y avait des télescopages entre les différents États. L'État avait la difficulté de renflouer la caisse de l'État. Il y avait des crises entre les États. Alors comment endiguer la crise? Il fallait maintenant modifier l'article fédéral. La commission a jugé bon. Parce que, vous voyez dans la Constitution, l'esprit de la Constitution, les articles, des fois, se chevauchent. Vous pouvez lire l'article 5, il faut aller l'article 200, tel, il y a le même esprit. Alors, si on bouge tel article, on laisse tel article, on aura toujours le même problème. Et les 55 personnes qui ont composé la commission de modifier l'article fédéral, elles se sont dites, tant mieux changer cet article pour doter à la République ou aux États-Unis une nouvelle constitution. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont refusé aussi. Le changement dans le monde contemporain a commencé par les États-Unis. Après l'article fédéral, cette constitution qui n'a pas encore été changée sauf modifiée. 10 ans après l'adoption de cette constitution de Philadelphie, elle a subi des modifications, 10 amendements qu'on a appelés Bill of Rights. Des premiers amendements, alors que cette constitution de Philadelphie serait la première constitution écrite au monde. Donc, moi je ne pense pas que le changement de cette constitution, c'est au niveau de l'aspect sociologique seulement. Ou parce que la constitution interdit au gouvernement de construire des ponts, des hôpitaux. Non, on a construit des ponts aujourd'hui, on a construit des routes, on a construit des universités. C'est-à-dire que la constitution n'a pas interdit. Mais le changement, c'est au-delà de l'aspect desk, c'est-à-dire social, économique et culturel. Parce que dans cette constitution, il y a des chapitres qui vous parlent des questions sociales, culturelles, politiques. C'est-à-dire que, desk, tel que je viens de dire. La constitution a été bien élaborée à un moment donné. Il y a quand même des articles normaux qui permettent à l'État d'avancer. N'est-ce pas? Alors, si on voulait exiger peut-être le gouvernement à répondre aux besoins spécifiques de la population, on peut aussi activer ces chapitres-là. Il y a les desks, il y a l'équilibre, il y a la Constitution vous parle de la redistribution équitable. On peut aussi faire des sittings sur ça. Mais, ici, moi, je pense que si je pousse mes analyses trop loin, le changement de cette Constitution, ce n'est pas vraiment au niveau de tout ce que les gens parlent sur les plateaux. C'est-à-dire, est-ce que la Constitution interdit au gouvernement de construire des ponts, par exemple? Non. Vous savez, l'État congolais... C'est à quel niveau, alors? Je pense que c'est purement niveau politique. Parce que lorsque nous débattions au niveau de l'Assemblée nationale, le Congo est serpenté par au moins 9 pays frontaliers. Il y a 47 pays qui contredisent les actions du gouvernement congolais. Et les pays les connus, c'est le Rwanda. Et de 94 à nos jours, le Rwanda a siégé en RDC. Le Rwanda contrôlait RDC depuis longtemps. Et les paradigmes ont changé. Parce que lorsque déjà vous intimez que non, tel est votre bourreau, c'est déjà un début de changement des rapports de force. Parce que quand un bourreau vient pour vous aliéner, pour vous coloniser, la première des choses, il installe la peur en vous, pour vous contrôler. La première peur, c'est qu'il ne faut pas parler que moi qui suis votre bourreau. Ça, c'est sur les plans diplomatiques. Il faut d'abord cacher l'information que c'est moi
qui est l'agresseur. Et aujourd'hui, les choses ont changé par rapport à la RDC. Et la personne qui gère, ou les institutions qui gèrent le Congo, ont trouvé bon. Oui, la Constitution, elle est belle. Elle est belle, il y a quand même des articles qui favorisent quand même beaucoup de choses ici. Mais au-delà de ça, il y a quand même des écailles qu'on peut les laguer. Mais c'est difficile de les laguer. Madame, vous savez, même la Bible, il y a les textes et l'esprit du texte. Il ne faut pas voir seulement l'écriture. Il faut aller au-delà de l'écriture. Qu'est-ce qui est caché pour que le Congo aujourd'hui ait la difficulté d'avancer? Vous savez, depuis une belle irrite, l'RDC en réalité, on a du mal à brandir notre identité. Qu'est-ce qui prouve que madame est congolaise? Si on change la constitution, ça va Qu'est-ce qui changer. Qu'est-ce qui prouve que madame... On a tenté au NIP avec Kabila. Vous avez l'exemple du Rwanda, oui, qui adresse la RDC de l'identité. Si on change la constitution, ça va aussi... Ok, d'accord, une belle question. Changer cette donne-là. Une très très belle question. Vous savez, quand le Rwanda est venu pour occuper la RDC, la première des choses, ils ont touché à l'état civil. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut d'abord brouiller cette histoire. Il ne faut plus parler de la RDC pour infiltrer les faux Congolais dans le Rwandais pour qu'ils deviennent des Congolais. Le dernier recensement, je crois, ça date de 30 ans ou 35 ans aujourd'hui. Et les gens ont été arrêtés parce qu'ils ont refusé d'enrôler les Rwandais à cette époque. Parmi ces gens-là, mon fait papa, il était directeur à cette époque. Il a été arrêté pendant 2 ans à Makala. Nous sommes en 94. Il y a les interamois qui sont là. Et il n'y a plus de recensement. Et aujourd'hui, il y a maintenant la notion de Nyamulenge et de Tutsi Congolais. Alors si vous retournez en arrière, cette notion n'a pas existé au Congo 30 ans, 40 ans avant. Et aujourd'hui, on doit accepter parce que personne ne peut brandir une identité congolaise. C'était un travail vraiment intelligent de la part des agresseurs. Alors, à part ça, on élabore cette constitution dans une assemblée nationale de plusieurs puissances de cette époque-là, parce que ce n'était pas une assemblée nationale représentative, parce qu'il n'y a pas eu des élections. On peut dire peut-être au nom de la neutralité, ces gens-là ont donné quand même des textes, bon, entre guillemets. On accepte. Et après, on passe par référendum, nous acceptons. Nous acceptons. Mais lorsqu'il y a un débat scientifique, en respectant les prescrits constitutionnels, il y a d'autres personnes qui intercalent pour dire que non, je suis contre la révision de la Constitution. Parce que jusque-là, on ne parlait pas du changement de la Constitution, mais de la révision de la Constitution en vertu. Mais oui, prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Merci pour la loi référendaire ne parle pas du changement de la Constitution. Prouvez-moi, je suis là. Je suis là. Il a la parole, Philippe Kazadi. Non, mais je suis là parce qu'on parle de certaines matières à toucher, pas le changement. Pas les changements. Les changements aussi, ce n'est pas aussi un péché, mais jusque-là, on n'a pas parlé du changement. Merci, Pompon. Les débats sur le niveau de l'Assemblée nationale, pas au plateau. Si l'Assemblée nationale parle du changement, en tout cas, je vais m'incliner. Alors, j'étais lors du débat. On parle de certaines matières où on doit toucher en vertu de loi référendaire. Voilà. Merci, Philippe Kazadi. Je viens d'attendre. Le débat, c'est par rapport à un peu la versatilité des politiques. Hein. Tantôt, ils sont pour, tantôt contre. Ça dépend du gouvernement, des postures. Ça dépend des postures. Des intérêts. Des intérêts. C'est-à-dire que lorsqu'on estime que réviser la Constitution va affreindre mes intérêts, ben, je m'oppose. Pompon a dit qu'il y a des raisons politiques. Ici, je pense que réviser la Constitution va me donner une bonne posture, un bon poste, tout ça. Je soutiens. Et donc, dans tout ça, le peuple n'y est pas. Dans tous ces discours que vous attendez, et à la fin, il parle du peuple, le peuple n'est pas dedans. Ce sont des calculs politiciens que les uns et les autres sont en train de faire. Tu sais que la position de Kabila hier. Ils sont aussi légitimes. La position de Kabila, mais bon, je veux pas faire l'avocat de Kabila. Mais il faut que nous réalisions l'histoire convenablement. Joseph Kabila a dit plus d'une fois, lorsqu'on lui posait à chaque fois la question sur son avenir politique, qu'il respectera la Constitution. Donc il n'a pas respecté. Ce sont ces militants, ces lieutenants, Bochab à l'occurrence,
qui a sorti un livre sur entre les nations ou de la nation, le changement de la Constitution. Donc c'est ceux-là qui nous parlaient du changement de la Constitution. De lui-même, comme ça, Kabila n'a jamais parlé de ça. En tout cas, il faut que nous ayons l'honnêteté intellectuelle de le dire. Mais c'était ses proches, il ne les a pas Oui. arrêtés dans leur... Oui, mais au nom de la liberté des uns et des autres, ok, les gens peuvent émettre leur avis. Aujourd'hui aussi, les gens émettent leurs avis. Mais la différence, c'est que même le chef a porté ces avis-là. Ok? Voilà. Lorsqu'on lui a posé la question sur son avenir politique, il n'a pas su dire qu'il va respecter la Constitution, que son sort est réglé de la Constitution. Comme disait un peu Joseph Kabila. Je ne voudrais pas faire, en tout cas, son avocat. Alors, madame, par rapport à ce que je viens d'attendre, il faut d'abord corriger une chose. Hein. Chaque président chinois, hein, cher Pompon, chaque président chinois ne vient pas avec sa constitution. Ça, c'est faux, il est archi faux. Mais chaque président chinois, quand il arrive, il apporte des amendements dans la constitution pour que sa politique puisse être conforme, s'adapter plutôt à la constitution. J'ai entendu Water parler du début de cette polémique autour de la Constitution. Je vais revenir par rapport au référendum et les problèmes que cela pose, que cette loi pose. Je crois que le vrai problème que nous avons dans notre pays, madame, on ne le dira pas assez, c'est un problème d'homme. Nous avons une meilleure Constitution, je le dis et je le répète. Et Pompon ne peut pas nous faire croire que quand il a parlé d'homme, il y a un homme qui a donné les textes. Cet homme-là, c'est qui? C'est les problèmes là, non? Que vous faites allusion? Non. Non, mais c'est le problème. Vous comprenez? Donc, qui a donné la Constitution? le peuple a choisi, le peuple a voté par référendum un texte. Et ce texte, c'est les garants de la sécurité, c'est les garants de la stabilité institutionnelle que nous avons chez nous. N'oublions pas que notre pays a connu depuis longtemps la crise de légitimité. C'est cette crise qui a fait naître le RCD, cette crise qui a fait naître le MLC, cette crise qui a fait que nous ayons Sun City, c'est cette crise qui a fait que nous ayons une transition de 1+4, pour que finalement les Congolais se décident de ne plus recourir aux armes pour conquérir le pouvoir et qu'on mette en place un mécanisme d'alternance afin que quiconque veut accéder à la magistrature suprême convainque le peuple par une campagne électorale et dans un cycle électoral régulier, 5 ans après, chaque Congolais est libre de choisir qui il veut. Et le meilleur d'entre nous sera élu président de la République. Je crois que donc nous devons avoir le sens de l'histoire pour ne pas croire que la situation actuelle ou la constitution que nous avons aujourd'hui ne vient de nulle part, qu'elle tombe ex nihilo. Elle vient, elle est née d'une histoire que le Congo a tant souffert. Je parle de la crise de légitimité. Bon, et moi, il y a des gens qui me font trop de la peine, excusez-moi de le dire, c'est ceux qui ont travaillé, des Congolais qui ont travaillé sur la Constitution pendant la transition. Ils sont peu qui s'expriment là-dessus. Parce qu'on attend, non, la Constitution est un texte des étrangers, mais tout est faux. Tout est faux. Cette Constitution que nous avons est passée par notre Parlement. Il y a des travaux parlementaires, il y a même des descentes sur terrain qui ont été faits avec des sénateurs, avec des questionnaires, à travers les organisations de la société civile, pour poser des questions sur ce qui doit être le contenu de notre Constitution. Moi, je soutiendrai toujours cette Constitution parce qu'au moins, elle nous a donné la stabilité des institutions. Au moins, elle a élagué dans la tête des Congolais cette possibilité à recourir aux armes pour conquérir les pouvoirs. Donc, pas question de chercher à l'adapter par rapport aux circonstances. Water a bien posé la question. C'est l'argument soulevé. Quelles circonstances? Quelles circonstances, madame? Tous ceux qui parlent de circonstances, tous ceux qui parlent d'adapter la Constitution aux réalités actuelles, ils ne nous disent pas les réalités. Ils ne disent pas les circonstances. Qu'est-ce qui a changé? Et n'oublions pas que la Constitution
Parce que j'ai entendu ici que la Constitution n'empêche pas que la ville soit bien gérée. Bien entendu, la Constitution ne peut pas empêcher la ville soit gérée, parce que la Constitution règle les questions de la gouvernance globale ou globalisante. Okay? La Constitution gère les questions du pouvoir. Comment le pouvoir et les institutions doivent fonctionner. Donc, vouloir toucher la Constitution, c'est vouloir régler les problèmes de gouvernance, les problèmes de gestion des institutions, les problèmes de fonctionnement des institutions et de leurs acteurs. Ce n'est pas les problèmes du peuple. Ce n'est pas le problème du peuple. Parce que dans la Constitution, les droits et les devoirs des citoyens sont bien garantis, sont bien mentionnés. On ne fait pas allusion à tout ça. Quand on évoque les faiblesses de notre Constitution, on ne dit pas que la Constitution ne garantit pas la répartition équitable des ressources naturelles de notre pays. On ne dit pas que la Constitution garantit l'impaiement des fonctionnaires. On ne dit pas que la Constitution garantit l'insécurité. Nulle part. La Constitution, ça veut dire des choses auxquelles les peuples se trouvent attachés. On n'en parle pas. On n'évoque pas ces écailles dans la Constitution parce qu'il n'y en a pas. Ce sont des questions d'individus, d'animateurs des institutions et des institutions qui intéressent les politiques au plus haut point. Mais tout ça n'intéresse pas le peuple. Maintenant, la question du référendum, de la loi référendaire, pas du référendum, de la loi référendaire. J'ai parcouru cette loi, je crois dans ces 45 ou 42 articles, du début à la fin. Enfin, il y avait un manque d'une loi référendaire pour des questions prévues par la Constitution d'être soumises au référendum. Parce que notre Constitution prévoit les référendums dans l'article 5 et dans d'autres dispositions, elle fixe les matières à soumettre au référendum, notamment le changement de la capitale, l'adjonction ou la cession d'une partie du territoire. Je rappelle qu'on a déjà fait ça avec l'Angola, il enclave les Cabinets, il une ouverture vers l'océan. C'était une négociation entre les deux pays. Nous avons cédé une partie, l'Angola nous a donné une partie pour nous ouvrir vers l'océan, parce que nous n'avions pas l'accès à ça. Il y a aussi une autre matière pour le droit. Donc, comme ce sont des questions vitales, il faille que le peuple s'exprime par référendum. C'est pourquoi il est prévu les référendums. Donc cette loi proposée, la loi référendaire proposée, devrait venir encadrer, à mon avis, c'est que les matières prévues déjà dans la Constitution pour être soumises au référendum. Mais qu'est-ce qui est prévu dedans? C'est une ouverture à toutes les questions d'intérêt national. Lisez l'article 4 de cette loi. Donc quand on dit toutes les questions, donc on donne maintenant, on crée une loi qui va au-delà de ce qui est prévu par la Constitution. C'est ça qui inquiète. Ah ben c'est ça qui inquiète, justement. Ça c'est la première chose. Cette ouverture de mener les référendums sur toutes les questions sans limite. Et pourtant notre Constitution limite des questions. Donc à ce niveau, cette loi va à la contre de la Constitution. Autre élément qui suscite des sensibilités et qui dérange plus d'un, c'est l'absence, en fait, le choix de la sémantique. L'auteur de la loi a fait exprès de ne pas mentionner la révision de la Constitution. Il parle à deux reprises, dans l'article 4 et 42, de changement il parle pas de l'ordre constitutionnel, il dit changement comme des dispositions constitutionnelles. Pourquoi ne pas parler des révisions pour apaiser les esprits? Parce qu'on sait que quand on parle de la révision, il y a des dispositions révisables, il y a des dispositions non révisables. Et que une campagne est menée pour mettre dans la tête des Congolais l'idée du changement plutôt que de la révision constitutionnelle. Donc, je crois que, en toute responsabilité, nous devons éviter le pire à notre pays. Le pire, c'est-à-dire que de donner au seigneur de guerre le prétexte de continuer à massacrer des Congolais pour chercher à conquérir un pouvoir à Kinshasa. Merci. Nous devons éviter, en toute responsabilité, d'ériger en dictateur un homme ou
un groupe d'hommes pour tenir notre avenir, prendre notre avenir en otage. Moi, je suis très fan de l'alternance parce que je sais qu'il n'y a que l'alternance qui va faire en sorte que demain, Pompon devienne ministre, qui va faire en sorte que demain, le fils de Pompon devienne président de la République, où nos enfants ici accèdent à des postes de responsabilité. Partout où le pouvoir est confisqué par un groupe d'individus, madame, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas de chance pour d'autres que ceux qui ont le pouvoir. Votre analyse également par rapport à ces positions qui changent à tout moment, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour. Et puis nous entrons aussi directement à la manifestation de l'opposition. Je pense que nous devons savoir ce que nous voulons. Walter a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Lors de la tenue de la conférence nationale, il était entre autres question d'avoir une loi qui limiterait les pouvoirs de chef de l'État qui en avait trop. Et nous sommes parvenus à une constitution, selon l'esprit des conférenciers, à une constitution qui dépouille le chef de l'État parce qu'on ne voulait plus avoir des CCCCO, on ne voulait pas avoir des Mokakoswa à la tête de la République. Et quelques années après, on se rend compte que l'ancienne formule que les forces novatrices de l'opposition de l'époque ont sorti les gens sur la route, on a tiré sur les gens, on a gazé des personnes, c'était la meilleure. Est-ce que ça se tient? Et est-ce qu'il y a une certaine logique dans notre démarche? Je conteste à personne aujourd'hui le droit de réfléchir sur la manière de conduire le pays à travers la loi fondamentale qui est la Constitution. Mais j'exigerai, je choisis bien le mot, des acteurs politiques les devoirs de redevabilité, d'expliquer à la population aujourd'hui pourquoi nous devons revenir à un président avec beaucoup de muscles, avec beaucoup de force. Ils ont donné l'exemple. Par exemple. Ce qui s'est passé avec lors du gouvernement Ilukamba. Non, beaucoup de gens donnent l'impression d'être nés entre 2001 et 2015. Ce qui est advenu avant ne leur concerne pas. Il y a des gens qui ont été à Sun City. Nous, on a vécu à Kinshasa, madame, le 2 août 98, sans courant, sans eau. Je ne parle pas de ceux qui étaient à Kisangani, je ne parle pas de ceux qui étaient sur les scènes de guerre à l'est du pays, ce qui est advenu à Manaka, à l'Équateur. Alors, si on oublie que c'était un processus, cette constitution n'est pas un fait sui generis qui est sorti comme ça, qu'on a imposé aux Congolais. C'était les prix à payer pour, que le pays redevienne dans sa forme initiale, que le chef de guerre qui écumait les autres parties du pays puisse revenir à Kinshasa, c'était quelque chose d'important, et qu'on puisse gouverner enfin ensemble. C'était bien, c'était pas bien, je ne sais pas le dire, mais je pense que par rapport à ceux qui ont vécu cet événement-là, tout ça avait été salué. Je reconnais par exemple que l'UDPS avait gardé sa logique en disant que cette constitution n'était pas bonne. Que le militant de l'UDPS ne puisse pas, par exemple, aller au référendum, qu'il ne s'enrôle pas. Mais le référendum avait été voté par la population et que ce texte a pris force des lois, la Constitution. Si aujourd'hui on veut amender, changer, il faudrait qu'on apporte, on demande tout simplement des explications. Qu'on mette en contribution des intelligences. Je ne limite pas ici, je n'ai ni la prétention ni les moyens, le droit d'expression de Congolais, du peuple congolais. Mais quand on trouve des moments qui disent pour changer construction, on a encore déjà, les gens, leur mandat, n'ont pas la compréhension de ce que c'est une constitution. Ils racontent n'importe quoi à leurs membres et souterrains, les gens des camps opposés risquent de se rentrer dedans et on peut connaître des dégâts. Chers politiciens, vous serez comptables de ce qui adviendra si jamais
du fait de votre incompréhension, les gens arrivaient à se rentrer dedans. Mais il y a un colloque qui s'organise, non? La ministre des Dessus qui organise un colloque. Vous parlez des colloques. Pour réfléchir au niveau des La maman qui parle de construction participera à ce colloque. Non, nous avons un Congo, hein, à propos de Njoli, de gens qui pensent que c'est la constitution, c'est le juridisme. De plus en plus, ceux qui sont, par exemple, à l'Assemblée nationale, s'écartent des vraies réalités. Combien de députés sont venus de leur base pendant les vacances parlementaires? Il a totalement raison. Vous savez qu'il y a des circonscriptions électorales qui sont nées à Washington, à Paris, à Rome, à Marseille, des gens qui n'ont jamais été en Europe, mais chaque vacances, ils y vont pour écouter leurs électeurs de là, et la réalité du pays, vous ne les avez pas. Combien sont descendus vers leur base pour leur expliquer, ne serait-ce que la pertinence, la quintessence de ces projets de changement ou d'amélioration, même de ces projets qui portent la loi référendaire à la République démocratique de Congo. Combien on fait? Pour eux, on a récolté 100 signatures, ça suffit, on s'en fout de nous. Je donne, à contrario, un exemple. Nous sommes en Mbujimaï, il y a la RN2 qui part de Mbujimaï jusque, ça dit bientôt là, on peut prendre sa voiture, on va jusqu'à Bukavu. Grâce à un projet PAC qui ouvre vraiment l'ouest à l'est. On peut avoir les Madés sous des Bukavu, Goma Bukavu, à Kinshasa, mais par véhicule. Mais vous savez que ce soit dans l'opposition, dans la majorité, je dirais même dans le parti du président de la République, ni dans l'opposition, il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de gens qui en parlent. Les développements ne nous concernent pas. Ce qui touche au bien de la population ne concerne pas nos autorités parce qu'ils n'en parlent pas. J'aurais été de l'opposition, de la majorité, je parlerai des réalisations. Combien en parlent? Alors, un projet de milliers de kilomètres de route, d'autoroute 2x2, électrifié avec tout ce qu'il faut, et on n'en parle pas. Pour revenir à notre sujet, moi je pense que, en toute humilité, on devrait nous expliquer à la population le sens de la démarche. Pourquoi nous devons aller à cela? Là, on peut changer comme on veut, hein, parce que... Non, on ne peut pas. Ça ne passera pas sans la population. Ça ne passera pas sans cette population qui ne comprend rien. Mais le problème c'est que la loi, excusez-moi, le problème c'est que la loi référendaire institue l'Assemblée nationale actuelle à une assemblée constituante. Mais on verra. Oui, là, la démarche, elle est bonne, papa. Parce que la redevabilité, c'est ce qu'il dit. Je veux la redevabilité. Il faut la démarche, c'est pouvoir circuler sur nos voies. C'est ça. Et ils pensent que du fait de nos voix, ils peuvent décider, commencer à faire une raison pour laquelle ils vont aux États-Unis, ils vont à Madrid, ils vont partout des choses pour leurs vacances parlementaires. Si ils ne tiennent pas compte de cette donne, une fois ici, le président Kengo, le président du Sénat, avait parlé en lingala. La seule fois il a parlé officiellement en lingala, il en parle bien sûr. Et vous savez pourquoi? Alors, ils vont être face à la population. Je pense qu'ils seront toujours désarmés face à la population. C'est arrivé au Burkina Faso, au Sénégal à un certain moment, que ça n'arrive pas au Congo. Ce n'est pas un vœu, ce n'est pas un souhait. Mais qu'on ne prenne pas les enfants du bon Dieu pour des idiots, pour des cons. C'est-à-dire, ils doivent se sentir redevables face à la population, qui commence à passer dans leur base, quand ils sont allés demander de voir le suffrage de ce peuple-là, expliquer, voilà ce que nous avons fait, parce qu'à la fin, Assemblée constituante, c'est au nom de qui? Au nom de cette population qui a donné ses voix. Merci. Donc, nous avons l'obligation de faire attention. Le sit-in de l'opposition, c'est toujours par rapport à cette loi référendaire. Hein. Ils disent que c'est une loi anticonstitutionnelle. A pleinement droit de manifester et moi, je soutiendrai qu'ils aillent au Palais du Peuple. Pourquoi? On a vu Willy Bakonga aller jusqu'au Palais du Peuple avec ses militants. Au nom de quel droit lui pouvait arriver au Palais du Peuple avec ses militants, avec la fameuse, je dirais, compte des signatures? On ne sait même pas quels sont les gens qui ont signé cette pétition-là pour dire qu'il a réuni les 100 000 signatures. Il est arrivé au Palais du Peuple. Mais pourquoi on interdit aux opposants d'arriver aussi jusqu'au Palais du Peuple et s'adresser aux... questions de sécurité. Et l'opposant est seul.
Là, il y a Moïse Katumbi. Bakola était allé avec ses militants. Non, mais là, il y a des militants de Moïse Katumbi. Madame Gisèle, depuis 2019, nous avons vu des militants avec des motos jusque dans l'enceinte du Palais du Peuple. Ici, ça ne fait pas 20 ans passés. Nous avons vu des militants dans le hall du Palais du Peuple en train de chanter. On doit éviter de créer des frustrations. Il n'y a pas un groupe de gens qui sont plus forts que les autres. Ce pays est victime de l'insécurité en tout et pour tout. Nous avons besoin de l'ordre et du respect des lois et des textes. Pompon a dit un élément, je peux en parler en une minute. Oui, très vite. S'agissant de l'agresseur ou de quoi maintenant on a identifié. Non. Arrêtez, mon cher compatriote, d'insulter l'intelligence congolaise. Le Congo, vous dites que c'est 100 millions de compatriotes. Le Rwanda, ça ne fait pas 20 millions. Ça serait cracher sur tous ceux qui ont réfléchi pour que ce pays soit ce qu'il est, pour nous prouver que nous sommes matés parce que le Rwanda est là, il est plus fort que nous. Le vrai problème, c'est un problème d'homme. Nous ne sommes pas capables de nous organiser. Nous sommes égoïstes. Quand quelqu'un est au pouvoir, il a la signature, il veut que ce soit lui, ceux qui chantent pour lui, point barre. On ne travaille pas pour que ce pays devienne fort. Et si nous continuons avec cette allure, on pourra changer 1000 constitutions. Le Rwanda sera là à nous agresser. Détrompez-vous quand vous dites la diplomatie, ça réussit. Non. Paul Kagame est là. Il fait les affaires avec les États-Unis. Il n'y a pas 1 mois ou 2 mois passés. Le coltan produit officiellement par le Rwanda a été vendu aux États-Unis. Tout le monde a vu les images. Pendant que nous attendons le deal minier, la matérialisation du deal minier, les accords signés. Les accords signés, jusque-là, vous avez suivi les Makutano, on est toujours en train de réfléchir alors que le Rwanda est déjà en train de continuer de vendre maintenant d'une façon officielle. Soyons sérieux, ne pensons pas que le Rwanda est plus fort que nous. Non, ils ont su s'organiser et si nous organisons, on fera mieux. Pour finir, je demande au président de la République de remettre d'abord l'ordre à l'UDPS et que l'UDPS ressorte quelqu'un qui va concourir aux futures élections. Ça ne sert à rien de tripatouiller l'actuelle constitution ou de changer une constitution. Nous voulons un pays stable avec des lois et des institutions enracinées qui résistent aux hommes. C'est ça l'idéal, c'est ça l'essentiel. Merci, Pompon Joly. Le sit-in de l'opposition, est-ce que ça va changer la démarche de la majorité au sujet du changement de la Constitution? Et puis, on a délocalisé ce sit-in au niveau de la SOSA. L'opposition dit que nous sommes dans un régime d'information. J'ai mélangé un peu les questions, comprenez. Parce que j'ai vraiment adhéré dans beaucoup d'analyses sur le plateau, singulièrement l'analyse de Seka. En fait, le Congo, il y a une adéquation entre ce qui devrait être fait et la consommation par la population. Moi, je suis au Parlement. Vous savez, il y a 500 députés. Lors des vacances parlementaires, les rapports plutôt déposés, on vous dit, il y en a qui 250 qui ont déposé des rapports sur les 500. Et un député qui part à Paris pendant 3 mois et vous bombarde des photos et des vidéos. Ça, c'est déjà un problème. Alors que vous avez une loi qui vient d'être adoptée et la loi a besoin d'une explication pédagogique parce que dans la procédure législative, de la conception jusqu'au niveau des votes ou adoptions, la loi a un caractère publicitaire. C'est pour cela qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais lorsque déjà des personnes censées faire la sensibilisation se dédouanent, ça pose un problème. Donc c'était un sérieux problème. Les sit-ins, tout le monde l'a dit. Ne pensez pas que la majorité et l'opposition. Si on doit décrypter cette constitution, est-ce que le problème c'est seulement cette loi référendaire? Non. Les problèmes dans la constitution, il y en a beaucoup. Non, c'est un Congolais. On a voté cette constitution pour dire aux Congolais qui se sont rébellés contre la République de ne plus les refaire. C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est là, la CENI doit organiser les élections. Après 5 ans, si tu veux gérer le Congo dans différents compartiments, la CENI est là. La CENI, la RDC n'a pas dit d'aller créer un groupe pour créer une rébellion. Pourquoi l'opposition ne fait pas des sit-ins par rapport à Katanse? Les desks dont je viens de vous dire là,
C'est-à-dire qu'il y a des injustices dans cette constitution. Pourquoi l'opposition ne fait pas des sittings? C'est-à-dire des sittings, pourquoi? Parce qu'il y a une loi référendaire que le Parlement vient d'adopter. Alors il fallait maintenant faire, là, c'est juste l'intérêt personnel. C'est-à-dire, autant moi je m'y mette. Vous voyez? Donc le Congo, il faut quand même traiter le Congo avec un peu de délicatesse, les Congolais plutôt, parce que l'ami a bien dit, moi je ne fais pas l'avocat de la majorité. Moi j'aime le Congo. Hein? Ma boussole c'est la RDC. Quand je fais mes analyses, c'est par rapport à la RDC. J'ai des enfants, j'ai un souci que demain, mes enfants puissent profiter d'un pays, quand même un pays normal. Donc je ne peux pas accepter aujourd'hui, l'ordre constitutionnel bouge à tout moment. C'est ce qu'a dit, si on a cette constitution, c'est parce qu'on a essayé de caricaturer ou d'analyser sur la personne de Bobo, tous les CCC, ainsi de suite. Il fallait sécessionner un peu les pouvoirs du président. Est-ce que les besoins du fonctionnement d'un État, c'est sécessionner les pouvoirs du président ou répondre aux besoins spécifiques de la population qui sont connus? C'est répondre aux besoins, parce que la Chine, les présidents, c'est un tout-puissant. Mais les Chinois sont à quel état? Sur les plans sociaux. Vous voyez? Donc le problème, ce n'est pas vraiment donner le pouvoir ou diminuer le pouvoir. Le problème de la gestion d'un État, c'est de répondre aux besoins spécifiques de la population ou les bien-être qui sont connus, c'est-à-dire le logement, l'emploi, la mobilité, ainsi de suite. C'est ça la vraie question. Donc la vraie question ici, le problème de l'ADC est sérieux. Comment y parvenir, comment répondre à ça? C'est à nous maintenant de travailler et donner un beau test à la RDC. De localiser le site de l'opposition. L'autorité a quand même raison quand elle dit qu'elle n'était pas en mesure de sécurité, pour question de sécurité au niveau du palais du peuple. Bon, je ne sais pas, ça c'est... Et surtout qu'il y a plénière aujourd'hui. Ça c'est superfétatoire quand même. Il y a plénière, le problème qu'il soulève, c'est par rapport à ce qui se passe à la plénière. C'est ce qui se passe dans la plénière. Donc. C'est pas ça. Non, la plénière va analyser une loi que l'opposition conteste. Et l'opposition veut aller faire un sit-in devant cette plénière pour lui exprimer son désaveu par rapport à cette loi. Mais la sécurité pose problème. Non, madame, il faut qu'on arrête ça. J'ai dit, il faut qu'on arrête ça parce que, comme a dit Walter, on a vu plusieurs fois des militants de partis politiques au sein même de l'hémicycle, à l'intérieur, sont dedans. J'aurais voulu qu'on dise, la police doit être en mesure d'encadrer quand même. Les gens, ce n'est qu'un sit-in. Ce n'est qu'un sit-in. Il ne faut pas... ça aussi, c'est donner beaucoup de l'importance à l'opposition. Vous savez, à chaque fois que, même à l'époque de Kabila, quand on interdit à l'opposition de faire quelque chose, vous lui donnez de la force. Vous donnez de la force. Elle a déjà été qualifiée d'opposition et a pété. D'opposition inutile. Mais alors, il faut juste encadrer les peu de personnes qui vont venir là-bas. Quand vous dites non, ne venez pas ici, du coup, vous les envoyez vers Assosa. En voulant aller vers Assosa, ils peuvent se lancer à casser, tout ça. Et après, on va dire non, ils ont cassé. Il faut les laisser venir, les encadrer, tellement ils sont très peu, les encadrer, et puis la plénière va se tenir jusqu'à la fin, sans problème. Mais ce que je voulais dire, lorsque je parlais du devoir de redevabilité, je suis bien d'accord, mais ceux-là qui sont incapables d'obéir à ces devoirs de redevabilité sont transformés par cette proposition de loi en assemblée constituante, à mesure de prendre des dispositions en toute souveraineté au nom du peuple. Et la conséquence? Non, c'est pas la conséquence. Je n'ai pas le droit de poser la question, malheureusement. Non, c'est-à-dire que nous avons des éléments pas la même esprit aujourd'hui. Si je ne sais pas si je peux prendre la parole. Non, il peut parler. Je suis en train... Il y a un ami qui m'écrit depuis Vienne, en Autriche, qui suit l'émission en direct, et bravo à CCTV, Mathieu Lobingo, qui participe, qui dit... On ne doit pas rester sur l'utopie. Je suis en train de rendre le point de vue de cet ami démocratique. La psychose, psychose, c'est-à-dire changer les constitutions sans tenir compte des besoins des bases des populations. Est-ce que quand on changera la constitution changera, il y aura des facilités sur le plan de l'éducation, sur le plan alimentaire, sur le plan... C'est ça ce que... Beaucoup de gens sont dehors qui aimeraient rentrer chez eux, mais la stabilité, les facilités qu'ils ont là, ils ont peur de ne pas les retrouver ici. Ils parlent des psychoses. Et puis,
On n'a pas à comparer avec d'autres pays, quoi. C'est-à-dire la comparaison n'est pas toujours raison. 200 ans de constitution américaine qui a donné un grand développement, le plus grand pays au monde, 200 ans d'indépendance de Haïti, c'est la plus grande pauvreté, c'est une zone noire. Donc cela ne voudrait pas dire que nécessairement si on a un texte, s'il n'y a pas de volonté, on pourra avancer. Madame, la constitution du Congo garantit les droits d'expression. Et c'est manifester n'est pas subordonné à la volonté d'une autorité gouverneur de la ville soit-elle. La loi est claire. Autant que les amis de la majorité manifestent et expriment leur... Il y a des manifestations spontanées. Je parlais tout à l'heure de Maman Mboujima et qui parlait, ils vont soutenir la construction en cours. Ils ont le droit de manifester. Et que les autres aussi. Donc, tu n'as pas fixé, à fixer l'agenda des actions de l'opposition. Pourquoi la majorité ne manifeste pas contre la guerre à l'Est? Vous demandez seulement à l'opposition de le faire. Pourquoi vous ne manifestez pas? Non. Ne faisons pas des projections. Ils ont des raisons de le faire. Si vous voulez approcher l'opposition, posez-leur la question. Moi, je rétorquerai le même argument. Pourquoi la majorité ne fonctionne, réagirait pas à ce qui se passe à l'Est maintenant aujourd'hui? Non, la réaction de la majorité a organisé une marche contre l'agression ici. Elle avait été la réaction de la majorité, alors, le pouvoir qui lui a été donné par la population, c'est engager la guerre contre ces gens-là. C'est ça la réaction. Ah bon? C'est pas des marches. Quelle population? C'est pas la majorité, Non, c'est la majorité le pays. au pouvoir. Non, mais c'est ça, non? C'est le pays. On caricature les pays par En vertu de quoi vous voulez? On sanctionne le Rwanda, on sait organiser des marches ici, on sanctionne Kabila, on sait organiser des marches. C'est pour ça que les gens étaient... En vertu de quoi vous voulez imposer un tempo aux gens qui ont leur organisation? Oui, Serge. Regardez l'exclamation. Merci, je pense que je salue Mathieu Lobingo qui nous suit depuis Autriche. Merci pour votre contribution. Merci à vous. Merci de l'invitation. C'est la fin de l'émission. Merci Tonton Jolie. Merci Philippe Kazadi. Merci Walter Pouy. Merci Serge Seka. Merci au coach Doudou Montiri. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Bon début de week-end.